Donc ce soir, donc déjà bonsoir à tous. Ce soir, nous avons le plaisir donc d'accueillir Valentin Dao. Donc Valentin est un étudiant en astrophysique au University College of London et c'est un jeune étudiant mais qui utilise déjà depuis un certain temps la tech puisqu'il m'a expliqué que il avait commencé à l'utiliser pour ses comptes rendus de physique-chimie quand il était au lycée. Ouais, Donc, c'est 2022 à dire... peu près. Pardon ? Ouais, 2022, ouais. Voilà. C'est dire à quel point il a été précoce, donc c'est c'est super. Voilà, et il est tellement compétent qu'il a écrit un package en LaTeX 3, donc pour faciliter la saisie des intégrales. Et il va nous exposer ça ce soir avec en plus quelques petits mots sur la programmation en LaTeX 3, ce qui va, je pense, intéresser beaucoup de gens ici. Voilà, merci Valentin d'avoir accepté notre invitation et je te laisse la parole. Tout d'abord, remercie à toi de m'avoir invité. Ça me fait très plaisir de pouvoir participer aux exposés de Gutenberg qui nous donne l'occasion donc de mettre en avant pour mon package, mais aussi la programmation à la Tech 3. Alors pas que quelques mois, parce qu'il y a quand même une très grosse partie à venir D'accord. sur ça. Alors quelques petites précisions avant de commencer. Tout d'abord, sachez que j'ai des compétences quasi nulles en ce qui concerne Beamer, donc ne vous attendez pas à une présentation très colorée, ça sera plutôt sobre, donc soyez indulgents. Ensuite, sachez qu'il n'est pas nécessaire de connaître la notion d'intégrale pour suivre la présentation. Je vais quand même essayer de faire en sorte que ça soit le plus clair possible parce que je ne sais pas trop quel genre de profil on a ce soir. Mais pour ceux qui connaissent le concept d'intégration en mathématiques, je ne garantis en rien que tous les exemples aient un sens. Parfois, j'ai préféré ne pas compléter tous les exemples pour que vous puissiez vraiment vous focaliser sur l'élément précis d'intégrale qui change en fonction de la clé qui sera question. Donc ne tenez pas compte du non-respect de la rigueur mathématique. Et enfin, sachez que tout ce que je m'apprête à dire relève de la prochaine version à paraître du package. Donc tout le contenu vu ce soir est totalement inédit. C'est le cadeau que je voulais vous faire, voilà, pour Noël. Alors je ne sais pas quand sortira la prochaine version, ça dépend de quand je la finirai. Donc bien sûr, je me réserve le droit de changer quelques petits trucs. Là, la version ne sera pas complètement finalisée. J'attends notamment des retours, pourquoi pas à la fin. Mais donc voilà, vous voyez cette présentation comme une sorte d'avant-première de la prochaine version. Je vous invite donc à vous mettre à l'aise, que ce soit assis, allongé, voire debout, à déguster vos meilleurs pop-corn pour ceux qui en auraient. Sait-on jamais. Et sur ce, c'est parti. Donc au menu ce soir, 2 parties. Dans la première partie, le but va tout simplement être de voir comment fonctionne le package, quelle a été la problématique que j'ai relevée par rapport à la composition d'intégrales en LaTeX et comment est-ce que le package tente justement de répondre à cette problématique. Donc, on verra comment fonctionne la macro principale, quelles sont les fonctionnalités qui l'entourent, mais aussi les quelques macros qui viennent compléter donc cette macro centrale. Alors, je vais pas parler de toutes les fonctionnalités, je vais quand même présenter 80-90% de la prochaine version. C'est juste qu'il y a des macros et des clés qui sont assez anecdotiques, donc j'aimerais pas trop perdre de temps par rapport à la deuxième partie. Et vous verrez quand même la majeure partie du package. Et puis c'est une façon d'attiser votre curiosité, de vous inviter à lire la prochaine documentation qui, je vous rassure, sera beaucoup mieux réalisée que la présentation. Et en parlant justement de la deuxième partie, durant celle-ci, le but va être de s'intéresser au code source du package pour voir justement comment ont été implémentées les fonctionnalités vues en première partie. Et puisque, donc, comme a dit Denis, le package a été codé en XPL3, le but, ça sera également d'utiliser le code source comme illustration des bases de programmation et conventions d'écriture en LaTeX 3. Mais, puisque je me doute que tout le monde ici soit familier avec la syntaxe, avant d'utiliser le code source comme illustration de ces fameuses bases de programmation et conventions d'écriture, comme je les appelle, il y aura une discussion plus théorique par rapport à XPL3, où le but sera d'aborder notamment la question de pourquoi est-ce que cette syntaxe a été créée, quelles sont les différences, quelles sont les nouveautés par rapport à la programmation classique en tech. Et une fois seulement qu'on aura maîtrisé, maîtriser c'est un bien gros mot, mais une fois qu'on aura au moins vu un peu les bases de la syntaxe, là on pourra s'intéresser au code source et donc l'utiliser
comme application concrète des bases théoriques qu'on aura vues durant ce que j'appelle l'interlude. Et donc sur ce, allons-y. Alors ce qui m'a amené moi personnellement, comme l'a dit Denis, ce qui amène en général les gens, sans doute vous y compris, à prendre la tech, c'est le fait qu'on puisse composer des documents d'une meilleure qualité typographique, avec une meilleure gestion des paramètres de mise en page, et surtout, ce que Knut met le plus en avant dans le textbook, la composition des mathématiques. Alors si on se focalise sur cet aspect-là, on se rend compte que Tech est très fort pour 2 raisons principales. La première concerne l'espacement. Lorsqu'on entre en mode mathématique, Tech associe à chaque token qu'il lit ce que Knut appelle un atome, et chaque type d'atome a un espacement particulier qui lui est appliqué, et c'est pour ça que toutes les expressions en Tech ont l'air toujours si aérées, si agréables à lire, quels que soient les symboles que vous utilisez, contrairement à ce qu'on retrouve par exemple sur, disons-le, Word. L'outil d'équation n'est pas, disons, digne d'une œuvre d'art à être exposée dans le Louvre, pour peu bien sûr qu'il ne soit pas volé. Voilà. Et deuxième raison qui est un peu externe au package, au langage, pardon, mais qui est quand même intrinsèquement lié, c'est la police. Je peux me tromper, mais à ma connaissance, aucune police ne définit autant de glyphes mathématiques que celle que Knut a créée pour Tech. Et donc, c'est ce qui fait que Tech est utilisé dans quasiment tous les domaines scientifiques, c'est parce que la police couvre la quasi-totalité de la littérature mathématique. Mais malgré ces 2 aspects que Tech maîtrise très bien, il y a un problème principal, qui est que pour composer des expressions complexes, il faut avoir recours à pas mal de primitives. Alors ça, c'est un reproche qu'on a fait à Tech de façon plus générale. C'est pour ça que LaTeX le format LaTeX a été créé. Et si on se refocalise sur les mathématiques, c'est pour ça que très rapidement, des packages vont être créés. Donc, très rapidement, des packages vont être développés. On a des packages assez incontournables comme AMSMath, AMSImb, d'autres packages de l'AMS, MathTools aussi, très utilisés. Et des systèmes, des packages développés de façon plus indépendante qui visent des aspects plus précis des mathématiques. Donc pour en citer quelques-uns, Système, donc merveilleux package francophone qui facilite la composition des systèmes d'équations, et Derivative, que le package intégral utilise justement, qui permet de composer des dérivés et des différentiels. Et donc, en plus de 40 ans de développement et de contribution de package, la catégorie des mathématiques est sans doute, je pense, l'une des plus remplies sur le CETAN. Mais malgré ça, il y a jusqu'à quelques mois, aucun package pour les intégrales. Alors je suis très loin d'être le seul à m'être fait cette remarque, donc j'ai cherché. Et si on se rend sur le Tech Stack Exchange, on se rend compte que beaucoup de gens se sont posé la même question auparavant. Est-ce qu'il existe un package qui permet de faciliter la saisie d'intégrales? Donc j'ai mené mon enquête, voilà, j'ai enquêté sur le CETAN, et j'ai trouvé 2 packages. Alors j'ai oublié leur nom, je ne les ai pas notés, donc si ça en intéresse certains, j'essaierai de les retrouver. Donc 2 packages francophones qui définissent une sorte de macro à l'image de mon package pour faciliter la composition d'intégrales. Mais le problème, c'est qu'au-delà d'être francophone, donc ces packages sont relativement peu visibles, la macro qui est définie est assez mal conçue. Alors je précise d'emblée, je ne veux pas du tout paraître désagréable envers les auteurs de ces packages-là. Moi-même ayant codé un package pour les intégrales, donc m'étant confronté à ces tâches, je me rends compte, moi le premier, que ça a été difficile. Et puisque dans ces packages-là, les auteurs ont défini plusieurs macros, je comprends parfaitement qu'ils n'aient pas passé tout leur temps à développer et à améliorer une seule macro. Donc je dis qu'elle est assez mal conçue, mal adaptée, mais à quoi elle ressemble concrètement cette macro? Elle ressemble à peu près à ça. Donc une macro qui accède 4 arguments obligatoires, ça c'est important. Les 2 premiers correspondant à la borne inférieure et supérieure respectivement. Le 3e argument correspondant à l'intégrande, et le 4e correspondant aux paramètres d'intégration. Et donc on comprend très vite que ce type d'intégrale n'est utile que pour un style précis, pour les intégrales définies comme cela. Donc comment faire si je veux changer de symbole? Je ne sais pas. A priori on ne peut pas. Mais imaginons qu'on puisse quand même le faire et que donc je puisse avoir un symbole, disons, d'intégrale double. Si ensuite je veux par exemple parler d'une intégrale sur une surface S, donc je vais dénoter naturellement S. Comme premier argument ici, je vais écrire S. Et vu que c'est une intégrale indéfinie, pas de borne supérieure, mais vu que l'argument est obligatoire,
il faut quand même renseigner les accolades. Donc ça rend la macro assez lourde d'utilisation. Et puis toujours dans cette idée que je veux réaliser une intégrale double. Imaginons que mes paramètres d'intégration soient x et y. Pareil, comment faire? Alors, j'aurais envie d'écrire naturellement x, y. Le problème, c'est qu'en écrivant ça, je vais avoir dx, y, et pas dx, dy. Le problème, c'est que le d est figé dans le texte de remplacement de la macro, et donc on n'a pas cette sorte d'analyse intelligente du package qui permet donc de pouvoir créer des expressions complexes qui sortent de ce style vraiment très très restreint. Donc c'est pour ça que le package a donc un double objectif. Le premier, c'est donc d'offrir justement cette sorte d'analyse intelligente, presque mathématique, des arguments pour automatiser le plus de choses et faire en sorte que la composition soit la plus simple possible pour vous, donc que le package prenne en charge le plus de choses, mais aussi de rendre cette macro beaucoup plus minimaliste, puisque comme vous le voyez, elle est assez lourde, avec 4 arguments obligatoires. Et donc dans le package intégral, on passe de 4 à un seul argument obligatoire, celui qui reflète l'essence même d'une intégrale, l'intégrande. Tout le reste, que ce soit le symbole, les bornes, les variables, tout sera géré par une interface clé-valeur, en plus donc, comme j'ai dit, des quelques macros qui viennent compléter l'usage de certaines clés. Enfin, clé-valeur ou clé-option, je ne sais pas trop comment vous l'appelez, mais voilà. Et donc, je vais passer le reste de cette première partie à expliquer quasi exhaustivement l'ensemble de ces fonctionnalités. Commençons par la clé qui est sans doute la plus intéressante, la clé limits. Alors je précise tout de suite, la clé limits doit être employée pour les intégrales définies. Pour les intégrales indéfinies, on verra qu'elle est quand même assez peu pratique. Donc la clé limits, comme vous le voyez, elle permet simplement de placer les bornes d'intégration, comme ceci. Et vous remarquerez une première différence, c'est qu'on n'utilise plus les caractères actifs. Donc c'est quelque chose qu'on doit faire en tech pour placer la borne inférieure et la borne supérieure. Ici, le package le fait, donc c'est une chose en moins à faire. Mais du coup, le package a dû fixer une convention dans l'ordre d'interprétation des bornes. Donc la convention est la suivante. Alors je pense que c'est celle qui reflète ce que la majeure partie des utilisateurs de tech font et par extension la réflexion mathématique qui est de se dire qu'on intègre de A à B. Le premier groupe de tokens avant la virgule correspond à la borne inférieure et le groupe de tokens après la virgule à la borne supérieure. Alors vous pouvez changer cette convention à travers une option de package qui s'appelle Invert Limits. Voilà, donc pour ceux qui préfèrent spécifier d'abord la borne supérieure et après la borne inférieure, c'est possible. Mais le seul problème, entre guillemets, c'est pas vraiment un problème, c'est qu'une seule convention peut être utilisée pour tout le document. Alors pourquoi c'est pas vraiment un problème? Parce qu'en fait c'est un choix volontaire. C'est pas très compliqué techniquement de créer une macro qui permet d'inverser la convention n'importe où. Pour ceux qui connaissent un peu XP3, il faut juste inverser un booléen, donc c'est assez trivial. Mais pour forcer l'utilisateur à rester cohérent dans ses choix, j'ai décidé d'autoriser seulement une convention. Voilà. Là où la clé limits se révèle très utile, c'est qu'elle permet, vous pouvez spécifier à la clé limits les bornes d'intégration de plusieurs intégrales en utilisant le point-virgule, et le package se charge d'automatiquement composer les symboles pour vous. Exemple. Donc ici, vous avez limits 1, 2. Alors, est-ce que vous voyez quand je souligne ici? Vous voyez la souris ou pas? Je ne sais pas si c'est le cas. Oui. Ça va beaucoup m'aider, donc voilà. Donc ici, vous avez une première intégrale de 1 à 2, point virgule, une deuxième de 3 à 4, et ensuite de 5 à 6. Et vous avez le résultat ici. Donc deuxième grosse différence par rapport à la méthode en tech, qui quelque part dissocie les symboles des bornes d'intégration. Donc vous devriez écrire int 1, 2, et répéter le processus, int 3, 4, int 5, 6. Donc c'est assez long. Le simple fait d'écrire déjà les symboles, ça prendrait peut-être autant de place que tout ça. Bon, j'exagère, mais vous avez l'idée. Et donc ici, c'est ce que je parlais dans l'idée d'interprétation mathématique de l'argument, en précisant quelque chose qui est facile pour l'utilisateur à renseigner. Le package interprète, analyse cet argument pour composer automatiquement les symboles. Donc c'est relativement utile. Et il existe également une variante étoilée de la clé qui permet simplement d'exprimer les bornes sous forme d'intervalle. Voilà. Alors avec la clé limits et la clé limits uniquement, je précise,
Le package distingue 3 modes d'affichage. Alors, ce que j'entends par mode d'affichage, c'est purement d'un point de vue typographique, pas tellement mathématique. Et ce mode d'affichage peut être contrôlé par la clé mode. Donc le premier mode, c'est le mode default, dans lequel le package opère par défaut. Donc vous n'êtes pas obligé de spécifier le mode. Ici, la clé n'est pas spécifiée et on utilise le mode default. Donc le mode default, vous avez dans l'ordre tous les symboles qui sont composés, suivi de l'intégrande, suivi des paramètres d'intégration, donc dans cet ordre-là. Vous avez ensuite le mode nested, donc une sorte d'imbrication, dans lequel vous avez de façon alternée symbole intégrande, donc symbole intégrande, et tous les paramètres d'intégration à la fin. Et vous avez le mode product, qui donc vous permet de composer un produit d'intégrale avec de façon alternée symbole, intégrande, variable. Et on répète. 2 choses par rapport à ça. Tout d'abord, pour le mode product, rien ne vous empêche pour composer ce résultat d'utiliser 3 fois la macro intégrale. C'est possible. Mais si vous voulez que la clé limits génère automatiquement les symboles, vous pouvez aussi faire comme ça. Et donc, si vous préférez avoir le résultat sous une macro, c'est faisable. Et deuxièmement, notez que pour le mode nested et product, vous voyez que l'intégrande est en quelque sorte séparée. Donc ici, pour les séparer. Et on indique au package comment séparer l'intégrande en suivant la même logique qu'avec la clé limits, c'est-à-dire avec des points-virgules. Donc ici, les points-virgules permettent au package donc d'appliquer X ici, Y et Z. Pareil ici, si vous aviez oublié les points-virgules, vous auriez eu X, Y, Z. Là, juste rien, pareil, pas de Z. Et puis, pareil ici, X, Y, Z, pas de Y, pas de Z. Donc, il n'y a pas d'erreur. Vous vous en rendrez juste rapidement compte. Donc, cette clé limits, elle est très pratique parce qu'elle compose automatiquement les symboles, mais on se rend compte très rapidement, un peu comme la macro des packages français, et peu pratique lorsqu'on veut composer des expressions plus générales, donc des intégrales indéfinies. J'ai mis un exemple ici. Si on voulait théoriquement composer une intégrale triple dans un volume V, il faudrait faire croire à Tech, enfin au package, que les bornes des 2 premières intégrales sont vides, et après écrire un V, donc c'est quand même relativement moche. C'est peu pratique pour les utilisateurs, c'est peu optimal pour le package. On verra en deuxième partie comment est implémentée la clé limits. On verra qu'elle effectue beaucoup, ça reste raisonnable, mais elle effectue pas mal d'assignations. Donc si c'est pour que plus de la moitié des tokens, j'entends un close. Parce qu'il fait un son ouvert. Bon. Excuse-moi, j'ai voulu couper le micro de. Je te remets présentateur. Excuse-moi, Valentin. Il s'est passé quelque chose? Oui, j'ai voulu couper le micro d'Olivier et du coup je l'ai rendu présentateur. Donc toi tu n'es pas grave. Là vous voyez plus le. C'est pas grave, j'attends. Mais normalement tu peux à nouveau partager ton écran. Ouais, bah, je le fais. Et du coup je savais pas. C'est bon là? Oui, voilà, c'est bon. Alors attends. Peut-être que couper le micro avant. Olivier, 2 secondes. Olivier Boileau. Voilà, j'ai coupé le micro d'Olivier Boileau parce que c'est un peu bruyant. Voilà. Vas-y. Tu peux y aller, excuse-moi. Je continue. Donc le problème par rapport à la clé limits, donc vous le voyez, j'ai même dit quelle horreur, hein. Voilà, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, c'est très peu pratique. Donc c'est pour ça que pour les intégrales indéfinies, le package définit l'ensemble de clés suivantes. Tout d'abord, vous avez la clé symb, donc qui permet de définir le symbole. Donc là, je peux enfin réaliser ma fameuse intégrale double que je ne pouvais pas réaliser avant. Donc la clé symb accepte littéralement une macro correspondant au symbole que vous voulez utiliser. Et puis, comme je vous l'ai dit, puisque je me suis rendu sur le Tech Stack Exchange pour me renseigner un peu sur les intégrales, je me suis rendu compte que beaucoup d'utilisateurs se demandaient quel macro correspondait à quel symbole, quel package permettait de définir tel symbole. Et donc, le package définit une sorte de sécurité. Si vous renseignez comme argument la clé symb une macro qui n'est pas définie, le package la substitue en int, donc
le symbole par défaut, et émet un message d'avertissement en vous disant bah, attention, le symbole que vous utilisez n'existe pas. Alors le problème, ce qui change par rapport aux autres versions et l'implémentation actuelle, c'est que Simb ne vérifie pas du tout quelle est la séquence de contrôle que vous lui indiquez. Donc si vous écrivez left arrow, vous aurez littéralement une flèche pointant vers la gauche. Voilà. Si vous voulez vous amuser à créer des intégrales qui ne sont pas des intégrales, vous pouvez. Et si vous commencez à renseigner des macros qui activent des arguments, là, attendez-vous à des erreurs de bas niveau. Donc attention pour ceux qui n'aiment pas XPL3. Vous en aurez beaucoup dans le code source. Ensuite, pour définir ponctuellement les bornes inférieures, supérieures peut-être, j'ai quand même implémenté ça, vous avez les clés ulim et llim, donc pour upper limit et lower limit. Donc vous voyez ici des exemples plutôt clairs, plutôt directs. Le problème à ce niveau-là, quand j'ai commencé à implémenter ces deux clés-là, ces trois clés, Simb, ulim et llim, je me suis rendu compte que c'était quand même assez long à faire. Et entre écrire ceci et utiliser text, c'est-à-dire écrire int-s, je préfère largement mettre à la poubelle mon propre package et utiliser tech. Je ne sais pas vous. Donc c'est pour ça que le package définit aussi des clés entre guillemets raccourcis qui permettent de réunir, de rassembler l'action et de llim pour sélectionner à la fois le symbole et la bande inférieure. Alors ces clés plus précises, elles utilisent ces clés plus générales que sont Simb et llim, donc c'est pour ça qu'il n'est pas injustifié de les garder. Ces clés plus rapides, comme je les appelle, elles ont un nom qui évoque plus directement le symbole. Donc vous voyez qu'ici, double utilise le symbole intégral double. Alors double, tout seul en tant que clé, modifie le symbole. La valeur associée à la clé correspond à la bande inférieure, donc si vous faites double égale S, vous avez donc une intégrale double, surface S, voilà. Autre exemple avec le mot-clé contour, donc qui réalise une intégrale sur courbe fermée. Pareil, avec ici la borne inférieure. Et donc, il y a des sortes de clés plus rapides définies pour ces 7 symboles-là. Donc, pour intégrale simple, double, triple, quadruple. Pareil, simple, double, triple avec le rond au milieu. Alors, ça ne couvre pas tous les symboles, parce que les symboles, notamment pour ceux qui connaissent le package Unicode Math, qui sont relativement exotiques. Mais je pense que ces 7 clés-là couvrent quand même 99% de ce que les mathématiciens et les physiciens utiliseront. Donc, pour ceux qui souhaiteraient utiliser des symboles un peu différents, malheureusement, il faudra utiliser ces Simb et llim, donc des clés plus générales, un peu plus longues d'utilisation, mais je pense que ça reste relativement raisonnable. Comment définir les paramètres d'intégration? La clé var. Alors, petite précision avant, vous voyez ici que donc la clé double est utilisée et que toute seule, elle change de symbole, donc il n'y a pas de borne inférieure qui est renseigné. Voilà. Donc la clé var, elle accepte une liste d'éléments séparés par une virgule, et elle affiche donc les paramètres d'intégration, là encore changement, avec donc dx et dy, et pas dx, virgule y. Quelques petites précisions par rapport à la clé var. Si vous lui spécifiez comme valeur none, elle n'écrit aucun paramètre d'intégration. Donc s'il est justifié que de façon exceptionnelle, vous voulez manuellement les écrire, malgré les options qui sont offertes par le package, vous pouvez le désactiver. Et autre spécificité de la clé var qui me permet de vendre mon package, c'est que si la clé var n'est pas renseignée, elle compose automatiquement dx. Vous voyez ici que la clé var n'est pas renseignée, mais il y a un dx qui affiche automatiquement, pareil ici, pareil pour les exemples plus tôt. Et c'est dr qui est composé si la clé defvec est activée, donc ça me permet d'introduire cette clé. Defvec va simplement placer un symbole de vecteur sur les paramètres d'intégration, ainsi que le symbole de produit vectoriel. Voilà. Donc pareil, ici devvec est activé, la clé var n'est pas spécifiée, et le package passe automatiquement R. Et là, vous avez un autre exemple. Vous pouvez changer ce comportement, donc ces paramètres d'intégration qui sont placés par défaut, avec les macros default def et default vdef. Alors je pense que le nom va changer peut-être en default var, je ne sais pas, je suis en train d'uniformiser le nom des macros. Et donc si par exemple une large partie de vos documents utilise comme variable par défaut, disons t et pas x, vous pouvez modifier ça. Voilà.
Alors après, les autres options qui accompagnent var sont assez liées au package derivative qui est utilisé par le package intégral. Donc tout d'abord, vous avez la clé defsymb qui permet de changer le symbole du paramètre d'intégration. C'est un truc assez précis, je ne sais pas s'il sera souvent utilisé, mais il y a un exemple ici. Donc ça, c'est une macro du package derivative. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails de ce package, mais globalement, voilà, ça crée un nouveau symbole de différentiel qui ici donc ce symbole est associé à la clé defsymb. Donc vous voyez qu'ici, le symbole change. Et puis vous avez la clé defoptions. Donc comment en fait le package derivative réalise les différentiels grâce à une macro qui s'appelle odif, qui donc accepte comme argument principal une liste de différentiels. En fait, la clé var, elle va juste littéralement copier-coller son argument à la clé odif. Et la clé odif, comme la macro intégrale, accepte un argument optionnel sous la forme d'une syntaxe, donc clé-valeur. Et donc, tout ce que vous renseignez dans la clé defoptions, donc faites-moi confiance, ça c'est une option du package derivative. Tout ce que vous indiquez comme argument de la clé defoptions est en fait ce que vous auriez inscrit dans l'argument optionnel de la macro odif. Donc ici, vous voyez bien que j'entre un argument optionnel de cette macro, donc il faut juste que vous lire en fait la documentation pour voir ce qui est possible. Et puis vous voyez ici donc l'exposant avec le 4. Alors faisant un retour en arrière vers la clé, sur quelques clés, commencer par la clé limits, elle n'accepte pas qu'une liste explicite de bornes d'intégration, elle accepte également un mot-clé qui est associé à des bornes prédéfinies. Le but étant de faciliter l'insertion de bornes qui sont assez récurrentes. Comment faire? Vous utilisez la macro newLimit_keyword, donc qui permet d'associer à un mot-clé que j'ai ici appelé clé, c'est pas le meilleur exemple, donc des bornes prédéfinies, donc A, B. Ici, je peux insérer donc ce mot-clé comme argument de la clé limits, et le package va automatiquement insérer donc l'intégrale de A à B. Voilà. Quelques petites précisions par rapport à cette nouvelle façon de renseigner les bornes. Tout d'abord, vous pouvez absolument combiner ces mots-clés avec les arguments plus explicites de la clé limits. Donc ici, clé 1,2, clé. Vous avez bien une première intégrale de A à B, ensuite de A à 2, et enfin de A à B. Et donc ça me permet d'attirer votre attention sur le fait que, je vous dis ça parce que j'ai moi-même commis l'erreur beaucoup de fois, alors que je suis l'auteur du package, c'est vous dire, c'est très ironique. N'oubliez pas que les clés contiennent les deux bornes en même temps, et donc ne laissez pas votre mémoire musculaire, contrairement à moi, insérer des virgules directement, insérer des points-virgules. Ça correspond donc aux bornes, ça contient deux bornes à l'intérieur. Voilà, clé, point-virgule. Pareil, il n'y aura pas d'erreur si vous mettez une virgule, simplement votre expression n'aura aucun sens, mais vous le verrez assez rapidement. On peut de même appliquer cette logique aux paramètres d'intégration. Donc il est aussi possible de définir des mots-clés associés à des groupes de variables prédéfinis. Donc cette fois-ci, on utilise la macro newVar_keyword. Donc pareil, comme argument la clé var, on peut donc spécifier une clé. Donc ici, vous voyez que si j'associe à la clé A, B, C, on a bien DA, DB, DC. Et petite différence avec la macro newLimit_keyword, la macro newVar_keyword accepte un argument optionnel qui correspond au jacobien. Donc l'idée en fait avec cette macro, c'était de, tout comme pour les bornes, de permettre de plus facilement renseigner des paramètres d'intégration qui sont assez communs, notamment pour les systèmes de coordonnées. Et donc il m'est venu à l'esprit, toujours dans l'idée de faire en sorte que l'argument principal, donc l'intégrante, soit le plus lisible et clair possible, d'externaliser quelque part l'insertion du jacobien. Et donc, par exemple, du coup, ça me permet d'introduire la clé jacobienne, parce que ça n'avait pas vraiment de sens d'en parler avant. Donc, par exemple, pour le mot-clé spherical, qui est déjà défini par le package, vous pouvez activer le jacobien, et ça affiche donc r carré sin θ, et rien pour phi. Donc, vous ne pouvez accéder au jacobien prédéfini que si vous utilisez un mot-clé comme argument la clé var. Donc, si vous écrivez r θ phi comme argument la clé var,
aucun jacobien ne sera reconnu. Et donc voilà, ça permet de plus facilement intégrer cette chose-là, si vous le souhaitez. Et cet exemple me permet également de montrer un autre objectif que j'avais avec le package, c'était de rendre le code source le plus lisible possible, faire en sorte que vous puissiez presque prédire à la simple lecture du code source le résultat final qui sera composé dans le document. Donc comme vous voyez, c'est assez... Enfin, vous me direz, hein, c'est assez clair, mode produit, les bandes d'intégration claires avec donc les mots-clés. Après, la façon dont je les ai nommés, c'est subjectif, mais je pense assez clair. Pour les paramètres d'intégration sphérique, rθ, on met le jacobien. Voilà. Notez que ici j'ai mis des points-virgules, puisque donc le package va chercher à séparer l'intégrande, même si on n'a pas. Alors si vous ne mettez pas de point-virgule, vu que l'intégrande est vide, le résultat sera correct. Simplement, le package va vous émettre un message d'avertissement en disant « Attention, j'ai reçu 3 paires de bornes, 3 paramètres d'intégration, mais l'intégrante contient qu'un seul élément. » Donc ça, c'est... en plus de ce message d'erreur, il y a plein d'autres messages qui ont été définis pour vraiment permettre de vérifier que tout marche bien. De toute façon, vous verrez encore une fois, si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, si vous avez oublié un élément pour une clé, ça sera assez clair. Dernière chose par rapport à cette première partie, et c'est peut-être la plus grosse nouveauté de la prochaine version. Donc comme on l'a vu, pour les intégrales indéfinies, j'avais dit que la clé symb et la clé lm étaient relativement peu pratiques à utiliser ensemble, parce que c'est un peu long, c'est assez verbeux, et donc c'est pour ça que j'avais défini des clés raccourcies. Mais maintenant qu'on a vu l'ensemble de clés qui permettent de composer des intégrales définies, on peut reprocher la même chose, au final. Alors au maximum, vous utiliserez ces 4 clés pour composer des intégrales définies, au minimum seulement la clé limits, mais c'est tout de même assez long. Alors c'est assez compliqué de définir une clé qui permettrait de rassembler l'action de ces 4 clés-là, et donc c'est pour ça qu'à la place de l'argument optionnel, le package accepte une syntaxe que j'appelle syntaxe spéciale, parce que je ne sais pas trop comment l'appeler, à la place de la syntaxe clé-valeur, et qui permet de plus rapidement renseigner l'ensemble de ces clés-là. À quoi ressemble donc cette syntaxe spéciale? À ceci. Bon, c'est pas très clair. Et donc, j'explique. Vous renseignez un argument valide de la clé limits. Vous renseignez un argument valide de la clé var. Vous renseignez un argument valide de la clé mode. Et vous séparez le tout de 2 points. L'idée étant d'avoir cette sorte de hiérarchie entre la virgule, le point-virgule et le 2 points. Donc ici, vous voyez qu'on a un argument valide de la clé limits, un argument de la clé var, un argument valide de la clé mode, et le package compose l'intégrale comme ceci. Donc comme si vous aviez utilisé les clés de façon classique. Alors pourquoi est-ce que je dis argument valide? Parce que n'importe quel argument qui peut être passé dans les clés de façon classique peuvent également être utilisés dans la syntaxe spéciale, donc il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Donc par exemple, les mots-clés marchent aussi. Vous avez ici rayon, cercle, semi-cercle, comme paramètre d'intégration sphérique, mode d'affichage produit, et on a bien ce résultat-là. À nouveau, quelques petites précisions par rapport à cette syntaxe assez spéciale. Tout d'abord, si vous voulez inclure le jacobien, je me rends compte que là, le résultat n'est pas correct. Peut-être petite erreur dans le code source. Bon, vous voyez que c'est clairement pas finalisé la prochaine version, mais bon, on va régler tout ça. C'est bizarre parce que je suis quasiment sûr que hier ça marchait. Bon, j'ai dû changer un truc et entre temps ça a changé. Bon, voilà, vous voyez ce qui se passe quand on joue trop avec XPL3. Donc normalement, je dis bien normalement, lorsque vous écrivez plus J après la valeur associée à la clé var, le jacobien est inclus. Donc c'est pour ça que j'avais mis des parenthèses ici. C'est optionnel, mais vous le mettez en plus juste à côté. Et autre précision, pour l'argument de la clé mode, vous pouvez également spécifier que des... On ne voit plus ton écran, Valentin. Il n'est plus en écran? Non. Ah, je ne sais pas pourquoi. Attends. J'en étais à où quand ça a coupé?
C'était là, de toute façon, oui. Ouais, c'est ça, on n'a pas perdu grand-chose, là. C'est bon? Oui. Très bien. Et donc, oui, je disais, vous pouvez aussi vous renseigner comme pour l'argument de la clé mode, seulement l'initiale, donc D pour default, N pour nested, P pour product. Voilà. Et ça affichera donc avec le mode correspondant. Alors, comme bien sûr, au maximum, vous serez amené à utiliser ces 4 clés-là pour les intégrales définies. Mais comme on l'a vu, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez très bien vous en sortir sur la clé mode, puisque comme je l'ai dit, la macro opère naturellement dans le mode default. Donc, toujours dans la syntaxe spéciale, vous n'êtes pas obligé de préciser ce mode. Donc vous avez ici toujours l'argument de la clé limits, l'argument de la clé var. On ne spécifie pas le mode, mais on a bien le mode default qui est appliqué. Donc le symbole, l'intégrande, les symboles, l'intégrande, les variables. Et de même, vous n'êtes pas obligé de spécifier les paramètres d'intégration, puisque comme je l'ai dit, l'un des avantages du package, c'est qu'il place automatiquement dx comme variable. Et donc, en écrivant, ça c'est un exemple que j'aime bien, en écrivant simplement intégrale ABX, vous avez ce résultat. Pour bien que vous compreniez comment ça marche, AB est un mot-clé défini par le package qui correspond aux bornes d'intégration A et B. Ceci correspond à cela. Et on verra en deuxième partie comment, parce que je suis sûr que vous vous demandez tous comment ça marche, mais le package arrive à comprendre que ceci fait partie de la syntaxe spéciale, et non pas la syntaxe clé-valeur. Et donc, le package interprète cette deuxième ligne comme ça, donc chose plus classique. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à la première partie. Donc moi, ce qui m'intéresse surtout par rapport à vos retours, c'est la logique qui a été prise par le package, donc cette histoire de virgule, point-virgule, de point, la syntaxe spéciale, etc. Puisque ce qui est logique pour moi n'est pas forcément pour vous. Et puis bien sûr, si vous avez des idées plus générales d'ajout, tout ça, je suis preneur. Encore une fois, j'ai pas tout dit par rapport à la prochaine version. Il y a d'autres macros et clés que j'ai mis de côté. Mais vous verrez tout ça dans la documentation. Donc maintenant, place à la deuxième partie. Attends, Valentin, peut-être on peut profiter de justement ce petit interlude là pour voir s'il y a des questions déjà sur cet aspect-là. Très bien. On fait une pause du coup. Alors, y a-t-il dans le public des gens qui ont des questions au sujet de ce que nous a présenté Valentin? Ben, peut-être juste pour préciser, parce que tantôt, le plus J était entre parenthèses, puis l'exemple suivant, il n'y avait pas de parenthèses. J'ai bien compris que les parenthèses étaient optionnelles, c'est pas... Les parenthèses, c'est juste une façon, en fait, oui, comme j'ai dit, c'était pas très clair. Les parenthèses, c'est juste une façon de dire que c'est optionnel. Ça rentre pas dans la syntaxe spéciale, c'est une façon de dire que après l'argument de la clé var, vous n'êtes pas obligé de spécifier le plus J. Donc c'est un peu les parenthèses au sens classique des parenthèses, c'est-à-dire que c'est pas... Ok. Mais quand on s'en sert en effet, ok. Quand vous n'êtes plus J, alors normalement, hein, là il y a un bug. Bon, ça arrive. Merci. D'autres questions? Alors moi j'en ai une, enfin je pense connaître la réponse, mais comment ça se passe pour si jamais on a une borne, disons inférieure par exemple, qui est 1,2? Alors là, je pense que tu as mis le doigt sur un problème. Effectivement, c'est pas réalisable. Même si c'est entouré d'accolades? Oui, parce que le package va... Alors, une méthode assez moche, du coup, ça serait d'utiliser ulim et alim. Donc, pas utiliser la clé limits, parce que du coup, là, on n'a pas le problème que la virgule soit utilisée comme séparateur. Mais Oui. pour la clé limits, bah, malheureusement, oui, il n'y a pas trop de façon de régler ça. D'accord. Mais Denis, quand tu dis 1,2, on parle bien de... Le virgule, c'est un séparateur décimal dans ce cas-ci? Oui, c'est ça. C'est-à-dire si une des bornes est un nombre décimal. C'était ça ma question. Ben, c'est pourquoi on ne mettrait pas 1,2? Comme dans la plupart des... Vu que la texte est faite souvent en anglais, il faut souvent mettre 1,2 quand on veut utiliser le séparateur décimal. Là. Fait que... Oui, mais sauf que
En France, Donc, nous sommes français. Oui, je sais bien. Moi aussi, au Québec aussi, on utilise les virgules comme séparateur décimal, là, mais ça arrive souvent que quand on utilise, faut mettre le point comme séparateur décimal, puis la virgule sert à séparer. En tout cas. Donc, alors, je vois dans le chat Laurent qui propose. Oui, alors ça, c'est un truc auquel je pensais, notamment pour la variante. Pardon. Non, c'est bon. C'est quelque chose auquel je pensais avec. Antoine, tu. Oui. Ah, Je sais pas s'il va intervenir ou si. S'il veut vraiment prendre la parole ou s'il oublie le micro. Je vais le rendre silencieux. Je pense que c'est le micro qui. Ouais. Donc oui, je pensais notamment pour la variante étoilée, donc pour l'intervalle, aussi pour le français, effectivement, vérifier. Alors avec SI Unix, oui, alors peut-être plus généralement, avec simplement vérifier quelle est la langue chargée avec Polyglossia ou Babel, juste vérifier, oui, et puis peut-être adapter le séparateur. C'est pas compliqué, on le verra en seconde partie, pour séparer. Voilà. Antoine Missier, attends, excuse-moi, Valentin, parce que je crois que Antoine veut prendre la parole. Allô, Antoine? Allô? On t'entend très mal avec le micro. Il y a un problème avec le micro, je pense. On t'entend par intermittence, mais pas directement. Sinon, on peut lui dire d'intervenir avec le chat. Oui, plutôt poser ta question par écrit. C'est vrai que j'avais pensé l'histoire du délimiteur, notamment pour l'intégrande et pour séparer les bandes d'intégration, j'avais mis le point-virgule, puisqu'il me semble que ça sera assez rare de voir un point-virgule dans une intégrande, enfin qui soit vraiment qui fasse vraiment partie de l'intégrande. Mais ouais, c'est vrai que si une des bandes c'est un nombre décimal avec une virgule, c'est problématique. Oui, et donc, si j'ai bien compris ce que disait Antoine Desrosiers tout à l'heure, c'est que on pourrait imaginer qu'effectivement, on mette un point comme séparateur décimal en entrée, et que ça génère, selon la langue éventuellement, une virgule en sortie. Oui. Ok, alors Antoine est en train d'écrire, on va attendre qu'il ait fini. Et tu as à nouveau, on ne voit plus ton. Oui, alors je sais pas pourquoi ça fait toujours ça. Oui, c'est bon, à nouveau. Les symboles, les éléments intégrés lorsque les bandes sont très larges, comme le fait que MathClap dans Mathos pour les sols. Alors si j'ai bien compris la question, oui. Ça fait partie justement des... Voilà, Antoine, vous avez prédit une des futures macros. Pour le mode default, il y a une macro qui va permettre de modifier le crénage inséré entre chaque symbole. Donc si je revais sur un exemple, lui, vous pourrez modifier le crénage ici inséré entre chaque symbole, si ça répond à la question. Si j'ai bien compris le... Parce que c'est vrai que par rapport à la première version, l'espacement est assez large. Là, je l'ai ajusté pour la prochaine version. Donc là, si vous comparez avec la documentation actuelle, c'est plus resserré ici. Je crois que c'est de l'ordre de moins 6 mu, je sais plus trop. Mais il y a une façon d'ajuster le crénage entre les symboles. Voilà, si ça a répondu à la question d'Antoine. Alors, ceci étant, il y a aussi une chose quand même qui est souvent question qui est souvent posée sur les forums, c'est comment dirais-je ajouter un espace avant le symbole de différenciation en fait. Ça c'est offert par ça c'est une clé. Oui. À la limite, ça pourrait être contrôlé par une clé de la macro ODIF. Donc, il me semble que la clé c'est sep-begin du package derivative qui permet de contrôler l'espacement qui est inséré avant les différentiels. Par défaut, c'est
qu'est-ce qu'il a fait l'auteur? Je crois qu'il a fait math op. Donc, il insère comme si c'était le début d'un espacement d'opérateur. Et après, il met l'anti-slash avec le point d'exclamation donc pour rétrécir un peu l'espace. Donc ça, c'est fait par défaut. Donc c'est pour ça qu'en fait, le package, c'est pour ça que c'est utile d'utiliser le package derivative. Je sais pas si c'est la police, mais on ne voit pas super bien. Mais normalement, il y a un espace qui est un peu plus. Vous voyez que entre les variables, ici, il y a bien des espaces. Oui. Donc, mais ça, à la limite, c'est. On peut le modifier. Voilà. Disons, c'est assez manifeste, par exemple, quand on utilise la police data moderne, computer moderne. Oui, je pense que c'est plus visible. On peut être sinus T dt, par exemple. Oui. Antoine qui a relevé la main, je ne sais pas si ça veut. Alors, c'est Antoine. Oui. Petite question, j'ai remarqué que vous avez utilisé le mot clé avec un accent aigu pour comme mot de. Fait que je comprends que les accents, ça posera pas de problème si on utilise des accents dans les mots, dans les clés. Ça marche totalement. OK. Puis si un grec veut utiliser des lettres grecques ou un chinois veut utiliser, ça va-tu passer pareil? Est-ce que ça passe par le Babel ou il y a un... Je vais expliquer en deuxième partie comment ça marche. C'est pas compliqué, c'est juste une structure de XPL3. Donc après, je pense que de façon interne, ça dépend forcément de l'encodage et donc du moteur de compilation. Donc sûrement que oui, si vous n'utilisez pas l'UATEC par exemple, il pourrait y avoir des problèmes, mais c'est à cause de l'encodage et pas du package en soi. OK. Une fois que vous créez le mot-clé, il peut être associé. C'est pas un problème. Les accents et les caractères spéciaux, notamment les lettres grecques, caractères chinois, tout ça, c'est pas un problème. OK. Merci. De rien. Bien. S'il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, on pourra toujours en reposer à la fin de l'exposé. On passe à la deuxième partie. Grosse partie. Accrochez vos ceintures. D'accord. Donc, est-ce que j'en étais? Donc, EXPL3. Mais avant ça, la petite discussion, enfin code source, mais avant, une discussion théorique sur EXPL3. Alors, EXPL3 est une syntaxe dite expérimentale pour des raisons historiques, mais en réalité, elle n'a rien d'expérimental, puisque vous y avez tous accès depuis 2020, puisque le noyau LaTeX de E le noyau LaTeX 3 a été intégré au noyau LaTeX de E, donc à moins que vous ayez une terrible phobie des mises à jour, vous y avez tous accès. Vous remarquerez, si vous regardez dans le fichier log de n'importe quel projet que vous avez, vers la fin, vous aurez une ligne qui vous indique la version de LaTeX de E et en dessous la version de LaTeX 3. Voilà, donc c'est un signe que votre système est mis à jour. Petite piqûre de rappel. Alors, pourquoi créer une syntaxe qui, à première vue, a l'air de correspondre à un langage totalement différent, qui n'a rien à voir avec Tech? Il y a globalement 3 raisons à cela. La première raison, c'est de faire de Tech un langage de programmation plus familier, à l'image de Lua ou de Python, en implémentant des data types. Alors j'utilise le verbe implémenter un peu comme un mot valise, parce qu'en réalité j'entends plein de choses par implémenter. Tout d'abord, par implémenter, j'entends améliorer des data types qui existent déjà en Tech, donc ce qu'on appelle plus communément les registres techiens. Exemple avec le module L3TL, donc qui gère les tokenistes. Vous pouvez plus facilement concaténer des tokens. Alors, bien sûr, vous ne focalisez pas trop sur la syntaxe pour l'instant, j'ai juste mis les macros à titre d'exemple, mais centrez-vous juste sur ce que je dis. Donc on peut plus facilement concaténer des tokens, on peut plus facilement ajouter des tokens à une token list. Donc juste pour préciser la notion de droite et de gauche en EXPL3. Donc imaginez que on ait une token list qui contienne le mot livre. Si vous ajoutez à droite de la token list qui contient livre l'adjectif rouge, vous aurez livre rouge. Si vous ajoutez à gauche de la token list livre le déterminant 1, vous aurez un livre. Autrement dit, ajouter à droite, ça correspond à ajouter un peu dans l'ordre, et ajouter à gauche revient à pousser à tout réindexer. C'est notamment important pour d'autres data types auxquels on accède à des informations avec des systèmes.
On peut plus facilement extraire des tokens d'une token list. Donc EXP3 a maintenant un traitement similaire à ce que fait Python avec les strings. Donc Python gère les strings comme des arrays. EXP3 fait la même chose. Donc on peut plus facilement accéder à un item, un index précis d'une token list. Donc TL item 3 de livre vous donnerait le troisième token, donc V. Et on peut plus facilement accéder à une chaîne de cette token list, donc TL range 3.5 va vous donner VRE. Par implémenter, j'entends également, alors oui, par rapport à l'amélioration des data types, ça marche pour donc tous les registres qui existent en tech. Donc il y a aussi le module L3 skip pour les skips, L3 dim pour les dimensions, etc., etc. Vous avez plus des macros qui facilitent les manipulations. Par implémenter, j'entends aussi formaliser des data types qui existaient quelque part en tech, mais qui n'étaient pas très bien définis. Tout d'abord, vous avez le module L3 CCTab, donc les cat code tables, les tables de code de catégorie. Donc c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans les packages faits en tech, c'est souvent écrit au début. Donc selon les besoins du package, parfois les cat codes sont modifiés. Et vous avez cette sorte de table associative entre code de catégorie et code de caractère. Et donc ici, EXP3 définit un data type dans lequel vous pouvez stocker ces différentes tables associatives, et ça vous permet de plus facilement changer de régime de cat code. Autre exemple avec le module L3 string. Donc un string est défini en EXP3 comme une token list où tous les cat codes valent 12. Autrement dit, pareil, on s'attardera sur la syntaxe plus tard. Ici, vous associez à un string ces caractères qui sont actifs, enfin, qui ont un comportement précis, qui doivent être échappés pour être composés sur document. Si vous tentez de composer ce string sur document, il marchera. Aucune erreur. Et enfin, EXP3 formalise aussi les booléens avec le module L3PRG. Donc on a accès aux expressions booléennes avec le OU, le et logique, le point d'exclamation pour la négation d'expression booléenne. Et donc ici, j'ai inclus un exemple de macro. Voilà. Par implémenter, j'entends peut-être la première définition qui nous viendra à l'esprit. J'entends créer des data types qui n'existaient pas avant et qui donc permettent de stocker les tokens de façon complètement différente. Donc on a les C-lists, les comma separated lists, donc des listes d'éléments séparés par des virgules, à l'image de l'argument de la clé var. Les séquences, qui sont des généralisations des C-lists à n'importe quel délimiteur, et vous pouvez effectuer plus d'opérations sur les séquences que sur les C-lists. Donc, vous vous en doutez, le package utilise énormément les séquences pour séparer avec le point-virgule et le deux points pour la syntaxe spéciale. Et vous avez les listes de propriétés qui sont analogues au dictionnaire en Python. Donc là, contrairement aux C-listes et aux séquences où vous accédez à des items par rapport à un index, donc à un entier, ici vous accédez à des donc aux items par rapport à des mots entiers. Et c'est justement comme ça que sont implémentées les clés new limits, les macros new limit keyword et new var keyword. On a d'une part le mot-clé, donc qui peut contenir un accent ou tout caractère qui est valide, qui est autorisé par le moteur de compilation. Et donc comme item associé, la borne. Et donc le package, on verra aussi comment c'est fait, substitue ce mot-clé en ses bornes. Et enfin, par implémenter, j'entends parser les tokens de façon complètement différente avec l'un des modules les plus beaux qui soit. C'est très subjectif, mais j'adore ce module. L3 regex, qui est donc un module entier d'expression régulière en tech. Je vous laisse imaginer l'horreur que ça a été de coder ça en tech. Pour les plus fous d'entre vous, le code source est disponible, commenté par l'équipe de la Tech 3. Donc, allez voir l'implémentation, c'est d'une beauté absolue. Donc, avec ce module, vous pouvez plus facilement, selon qu'une liste de tokens match une expression régulière, extraire ces tokens, vérifier si tout simplement ces tokens matchent une expression régulière, et également remplacer les tokens qui matchent une expression régulière. Voilà. Alors on peut implémenter tous les data types du monde, on ne fera jamais de tech un langage de programmation similaire à Lua ou à Python, pour la simple et bonne raison que tech a un fonctionnement beaucoup trop différent, pour qu'on puisse ne serait-ce que songer à les rapprocher. Je vais juste brancher mon ordinateur, 2 secondes, puisqu'il m'indique que la batterie est faible. Voilà. Alors,
Même si Tech a un fonctionnement assez particulier, ça ne veut pas dire pour autant que vous ne pouvez pas améliorer cette expérience de programmation, aussi singulière soit-elle. Alors, quelques petits rappels par rapport à la programmation en Tech. On rentre dans le vif du sujet. Donc, Tech est un langage de macro-commande, c'est-à-dire que lorsque vous créez une macro, vous lui associez un texte de remplacement, et on appelle le développement le procédé par lequel Tech va substituer une macro en son texte de remplacement. L'idée est assez simple, c'est ce que Tech fait la plupart du temps lorsqu'il compile votre document, mais il y a toutes les nuances qui vont avec, notamment la nuance entre développement et exécution, qui donne lieu à la notion de protection des macros, qui est extrêmement importante. Et vous avez également la notion de niveau de développement. Donc si vous avez des macros dont les définitions sont imbriquées de cette façon-là, donc définissez macro A comme son texte de remplacement c'est macro B, macro B, macro C qui dit je suis la macro C. Donc cette idée que le 1 développement, ce qu'on appelle le 1 développement de la macro A, c'est la macro B. Le 2 développement de la macro A, c'est la macro C. On dit 2 substitutions successives de la macro A, c'est la macro C. Et un cas particulier de cette notion de niveau de développement, c'est que si vous voulez demander à Tech de passer directement de macro A au texte de remplacement de la macro C, vous procédez par ce qu'on appelle le développement maximal de la macro A. Et ce genre de choses, alors bien sûr, je n'ai pas tout cité, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à la programmation en Tech, mais ces choses sont réputées pour être assez difficiles à maîtriser quand bien même vous comprenez le fonctionnement théorique. Et EXPL3 facilite tout ça grâce au fameux spécificateur d'arguments. J'en dis pas plus pour l'instant, il y aura un exemple plus tard qui montrera concrètement les différences entre Tech et EXPL3. Et le dernier objectif, donc ça c'est le deuxième objectif, le fait de faire en sorte que Tech en tant que langage assez particulier puisse fonctionner plus facilement. Le dernier objectif, c'est d'unifier un peu les structures de programmation. Donc on ne va pas dire que Tech souffre d'un problème de stabilité, mais pour des actions, des macros assez fondamentales en programmation, il n'y avait pas de façon unique de le faire, et donc notamment pour des macros de conditions logiques, donc des boucles if, des boucles while, c'est pas intégré en Tech, et donc il faut utiliser des packages. Ces packages sont implémentés de façon différente, et donc non seulement le code qui est exécuté est différent, et aussi vous dépendez d'un point de vue de la maintenance de la personne qui est auteur du package. Donc forcément, on aimerait au mieux avoir une solution unique, un seul moyen de pouvoir utiliser ces macros de conditions logiques. C'est possible grâce à EXPL3 via toujours le module A3PRG. Donc j'ai mis des exemples de macros, bool do until, bool do while, et on a plein d'autres. Pareil pour les répétitions avec le macro PRG replicate. Et autre exemple très important avec donc l'interface de clé-valeur. L'interface de clé-valeur, c'est quelque chose qu'on retrouve partout en Tech, qui existe depuis très longtemps, avant même que j'ai commencé à apprendre la Tech. Et c'est couvert par beaucoup de packages, tous différents dans leur implémentation. Donc je pense qu'il y a PGF Keys qui est le plus commun. Il y a Keyval, XKeyval, SimpleKV, enfin il y en a plein. C'est aussi une grosse catégorie sur le CETAN. Donc pareil, on aimerait avoir une solution unique. Certes, les packages, à la fin, ils font la même chose, mais on aimerait avoir une solution unique qui soit la même pour tout le monde. Et donc pareil avec le module L3 Keys, la syntaxe clé-valeur est la même pour tout le monde. Donc le code qui est exécuté est le même. Donc une meilleure stabilité pour tous les packages qui utilisent L3 Keys plutôt qu'un package externe pour définir leurs clés. Et voilà. Passons à la suite. La partie la plus intéressante, à quoi ressemble concrètement la syntaxe. C'est pas beau de parler de la philosophie de EXPL3, mais à quoi ça ressemble. Alors on ne le dira jamais assez, mais la syntaxe expérimentale est avant tout axée vers la programmation. Autrement dit, il n'est pas souhaitable de mélanger cette syntaxe à la syntaxe plus classique de composition de Tech et de la Tech. Et donc c'est pour ça que pour accéder à EXPL3, il vous faut employer ces deux macros, donc qui permettent de délimiter, donc entre, vous avez accès à la syntaxe expérimentale. Et il y a 3 modifications majeures de code qui sont effectuées lorsque vous appelez EXPL syntax on. La première modification majeure de code, c'est l'espace qui a un code qui vaut 9
Donc, pour rappel, le code 9, c'est le code de caractère ignoré. Autrement dit, lorsque vous entrez dans l'environnement EXPL3, tous les espaces lus sont ignorés. Pourquoi faire ça, me diriez-vous? Pour ça, il faut faire un petit détour par la façon particulière dont Tech interprète le code source. Donc, il se trouve que Tech, lorsque vous insérez un caractère de retour à la ligne, donc lorsque vous appuyez sur votre touche Entrée, Tech lit en réalité une espace. C'est comme ça, c'est la façon dont Tech interprète ce que vous écrivez. C'est pour ça qu'on apprend très vite d'ailleurs qu'il faut en réalité insérer 2 fois le caractère retour à la ligne, donc appuyer 2 fois sur la touche Entrée pour insérer un nouveau paragraphe. Et donc, lorsque vous codez une macro, il y a un exemple ici, et que naturellement, vous n'avez pas envie qu'elle fasse 50 années-lumière de long, c'est souhaitable, vous allez donc espacer votre macro en appuyant sur la touche Entrée. Le problème, c'est qu'en faisant ça, vous insérez plein de caractères espaces à la fin, et ces caractères espaces involontaires, ils vont après se voir sur le résultat final. Pour éviter ça, la technique, qui est bien connue des personnes qui programment, c'est d'insérer le caractère de commentaire, le pourcentage, qui empêche Tech de lire le caractère de fin de ligne. En EXPL3, on n'a plus ce problème, puisque donc tous les espaces sont ignorés. Et donc le problème, c'est que si vous voulez utiliser un espace, il faut le faire explicitement. C'est pour ça qu'en EXPL3, le caractère tilde est réservé pour marquer explicitement les espaces. Donc vous avez ici un exemple du code source dans lequel je définis les messages d'erreur. Parce qu'il n'y a pas que des messages d'avertissement, attention. Voilà. Faites très attention avec ce que vous faites. Donc vous voyez ici tous les espaces qui sont insérés manuellement. Ça a l'air un peu pénible, mais je vous assure, vous passerez beaucoup moins de temps à insérer manuellement les espaces à devoir les supprimer manuellement avec la syntaxe en Tech. Et la deuxième modification de code, alors je dis qu'on avait 3, et là pour le coup elle concerne, c'est un même code, mais 2 caractères. Le 2 points et le tiré du bas ont un code qui vaut 11. Autrement dit, ces 2 caractères sont dès à présent perçus comme des caractères valides à inscrire dans le nom des macros et des data types en EXPL3, et c'est ce qui vraiment caractérise cette syntaxe. Voyons maintenant comment est-ce qu'on programme concrètement avec cette syntaxe. Donc, niveau convention d'écriture. Pour les data types, la règle est la suivante. Tout d'abord, vous allez écrire un caractère parmi L, G ou C qui définit le champ d'usage de votre data type. L pour local, G pour global, c'est-à-dire qui transcende les groupes de Tech. Et nouveauté en EXPL3, c'est pour un data type constant, donc qui n'a pas pour but d'être modifié. Ensuite, vous écrivez soit 1, soit 2 tirés du bas. 1 tiré du bas veut dire que votre data type est public. 2 tirés du bas que votre data type est privé. Donc, dans mon package, tout est privé. Ça n'a pas pour but d'être modifié. Après, rien ne vous en empêche. Et ensuite, vous décrivez votre data type. Alors, ce qui est pratique, c'est que vu que le tiré du bas est actif, ça vous incite à être beaucoup plus explicite dans le nom de vos data types. Alors, en Tech, on utilise plutôt le arrobase. Donc théoriquement, ça serait aussi possible d'écrire exemple, arrobase, de, arrobase token. Mais il me semble, alors je peux me tromper, il me semble que vu que l'arrobase est quand même beaucoup moins lisible et discret que le tiré du bas, j'ai l'impression que les gens ont tendance à faire l'inverse, c'est-à-dire à abréger le nom de leur macro, et donc à tenter d'avoir des noms de macro beaucoup plus courts qui donc sont moins compréhensibles à première vue. Donc là, amusez-vous, soyez explicite dans le nom des data types. Alors, dans les limites du raisonnable, bien sûr, rien ne vous empêche théoriquement de copier-coller à la recherche du temps perdu de Proust comme nom de votre data type. Vous faites ce que vous voulez avec ça. Et la convention, pareil, vous n'êtes pas forcé de le faire, mais si vous ne le faites pas, vous allez vous faire taper des doigts théoriquement. C'est de répéter le type du data type à la fin. Donc ici, j'ai une token list, donc je dis TL à la fin. Là, j'ai une séquence, donc sec, dimension dim, clist, prop, etc. Pourquoi vu qu'on a beaucoup plus de data type à disposition, ça veut dire qu'on a plus de façons de stocker les tokens. Et donc, par exemple, dans le package, j'assigne l'argument obligatoire donc
l'intégrande a un token que j'appelle L intégrale PKG intégrande TL. Et lorsque les modes d'affichage nested ou product vont être appelés, je vais donc assigner ce token à une séquence. La séquence, elle vise la même information, c'est l'intégrande, donc je l'ai aussi appelée L intégrale PKG intégrande. Et pour pouvoir différencier les deux, je sais que l'un, c'est une séquence, et l'autre, un token. Voilà. Rien de plus à dire par rapport au data type, c'est assez simple. Suivez cette convention, tout ira bien. Là où ça devient beaucoup plus intéressant, c'est les macros. Donc pour les macros, soit vous n'écrivez aucun tiré du bas, soit vous en écrivez deux. Pour le premier cas, c'est une macro publique, et dans le deuxième, une macro privée. Voilà. Ensuite, pareil, vous passez autant de caractères qu'il ne faut à décrire votre macro. Donc pareil, soyez peu explicite. Puis vous mettez un deux points. Je précise le deux points. Donc j'ai dit que vous pouvez utiliser le deux points dans la syntaxe expérimentale, mais le deux points est associé au macro. Donc le tiré du bas, c'est un caractère assez général que vous pouvez écrire un peu partout. Le deux points, c'est propre au macro. Pour vraiment les différencier, c'est là aussi un autre avantage de XPL3 par rapport à Tech, c'est vraiment différencier les macros, les fonctions, des data types qui vont juste stocker les informations. Donc si vous avez une macro simple comme ça, si c'est public ou privé, c'est donc une macro qui n'accepte aucun argument, vous avez un deux points, c'est tout. Mais si votre macro accepte des arguments, et là c'est intéressant, vous allez spécifier après le deux points les fameux spécificateurs d'arguments. Donc quelques exemples ici. Là vous avez donc les spécificateurs d'arguments associés à cette macro. Ici vous voyez donc une macro définie par le package, spécificateur d'arguments, les deux. Pareil ici. Et donc je vous invite aussi à, dans le même temps, observer donc l'application concrète de la convention de XP3. Donc ici j'ai donc une macro privée. Donc intégrale PKG, c'est ce qu'on appelle le module. C'est une façon de s'assurer que si jamais un autre auteur veut définir une macro qui s'appelle New Limits Group, bah, les macros soient différentes entre les packages. Donc le module se réfère spécifiquement à mon package. Pareil ici donc pour la liste de propriétés, donc est globale, privée, et je répète bien à la fin que c'est une liste de propriétés. Et passons un peu de temps pour décrire ce que fait cette macro. Vous voyez que c'est New Limits Group. Donc c'est la macro qui permet donc de créer un nouveau mot-clé associé à des bornes. Autrement dit, c'est comme ça de façon interne que fonctionne la macro New Limits Keyword. Et donc, que sont les spécificateurs d'arguments? Ce sont des lettres parmi cet ensemble de lettres. Alors je vais vous remontrer après la slide, qui indiquent deux choses par rapport aux arguments. Ils décrivent à la fois la forme de l'argument, c'est-à-dire si on a affaire à un token groupé, c'est-à-dire non entouré d'accolades, ou bien un token, enfin des tokens du coup, groupés, entourés d'accolades. Et ils décrivent également la manipulation, c'est-à-dire le développement à effectuer. Je sais que ça paraît un peu vague, flou dit comme ça, mais passons à l'exemple concret. Imaginons la situation suivante, je veux créer un token, et je veux assigner plusieurs tokens à ma token list. Simple. Comment est-ce qu'on fait en tech? On utilise, il y a plein de méthodes, mais j'en ai pris une ici. On utilise la macro newTox, donc qui permet de créer un nouveau registre de tokens. Mon nouveau token, je vais l'appeler, pourquoi pas testTox. Et ensuite, j'effectue simplement l'assignation, donc testTox égale, et je mets entre accolades le contenu. Donc tous ces tokens seront donc mis à l'intérieur de testTox. Comment faire en EXPL3? On va utiliser la macro du module L3TL TLNew, qui, comme newTox, accepte donc une séquence de contrôle. Je suis les conventions d'écriture par rapport au data type. Donc j'ai un token que j'appelle LTest token TL. Et je vais utiliser le spécificateur d'argument qui cible un token unique non groupé. Donc un token qui commence par un anti-slash. Le N majuscule. N pour No Manipulation. Comment ensuite assigner des tokens à ma token list fraîchement créée? TL7, toujours du module L3TL. Premier argument, la token list, à qui j'ai envie d'effectuer l'assignation.
Et deuxième argument, ma liste de tokens. Donc je vais toujours utiliser N majuscule pour cibler mon premier argument, token unique non groupé, aucune manipulation. Et je vais utiliser pour le deuxième argument N minuscule qui lui vise donc des tokens groupés. Donc vous voyez que d'un point de vue de la forme, ça ressemble à la méthode en tech. Cependant, ça paraît beaucoup plus compliqué à première vue. A priori, EXP3 ne fait qu'expliciter un prérequis qui est limite plus simple à comprendre lorsqu'il n'est pas verbalisé. C'est-à-dire que Mutox accepte assez logiquement une séquence de contrôle et que Testox attend assez logiquement qu'on groupe l'assignation. Si on ne veut pas que seulement la lettre U parte dans l'assignation de Testox, on va donc les grouper. C'est comme ça qu'on fait en tech. Alors c'est vrai que ça paraît relativement redondant, mais parce que pour l'instant, on ne s'est pas encore intéressé au développement effectué aux arguments. Et lorsqu'on s'intéresse au développement, ça devient très intéressant. Donc allons un peu plus loin dans l'exercice, et imaginons la situation suivante. On veut créer un token avec les primitives csname et ncsname. Donc, pour rappel, ces paires de primitives permettent de convertir une suite de tokens, donc T, O, K, E, N, en une séquence de contrôle. Donc on veut créer un token en utilisant cette construction-là. Et puis, je veux, toujours en me référant à mon token avec csname et ncsname, développer au maximum, en utilisant la primitive expanded, l'assignation. Attention, ça va être technique. Comment est-ce qu'on fait en tech? Assez simple a priori. Toujours en Mutox. Mon fameux csname et ncsname avec testtox entre sans anti-slash, qui va donc être converti par ces deux primitives en anti-slash testtox. Mais on n'oublie pas le expand after, qui permet de provoquer l'action de csname et ncsname avant que Mutox ne soit lu. Si on n'avait pas mis de expand after, tech aurait cru qu'on voudrait créer un token qui s'appelle csname. Il aurait ensuite cru que testtox faisait partie du flux d'entrée. Et à la lecture de ncsname, il nous aurait mis une erreur en disant « Attention, je n'ai jamais vu de csname ». Normal, tech qui lit linéairement le code a cru que csname faisait partie d'un nouveau token à créer. En EXP3, rien de plus simple. On utilise le spécificateur d'argument qui utilise la construction csname et csname avec donc des tokens groupés. C'est tout. Deuxième partie de l'exercice imaginaire, l'assignation. En tech, donc je me réfère toujours à mon token avec csname, ici, et ncsname. Et ensuite, on sait, parce que c'est le prérequis de cet exercice imaginaire, qu'on doit utiliser la primitive expanded. Et donc on imagine qu'à la place des trois petits points, on va avoir des tokens, des choses qui vont devoir être développées au maximum. Sauf que si on s'arrête là, tech, il va bêtement copier-coller expanded avec le contenu à l'intérieur dans testtox. Nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut que expanded concrètement soit appliqué, donc que le développement maximal ait lieu avant l'assignation. Donc pour ça, on va utiliser la propriété suivante. Donc csname et ncsname développent naturellement tout ce qui se trouve entre avant de former la séquence de contrôle. Et on va donc se servir de ça pour créer une structure qui est assez connue en programmation de EXP3, ce qu'on peut qualifier de pont d'expand after. On a un premier expand after ici, qui va sauter vers ce deuxième expand after, qui va lui-même sauter vers le troisième expand after, qui va lui-même sauter vers la primitive expanded, et va donc provoquer l'action de développer au maximum. Voilà. Comment est-ce qu'on fait en EXP3 ? Rien de plus trivial. TL7, C, E. C, donc le spécificateur d'argument correspondant à csname et ncsname, toujours. Et E, le spécificateur d'argument qui applique la primitive expanded. Donc vous voyez à quel point il devient extrêmement simple de manipuler les arguments en EXP3. Et ce que j'aime beaucoup avec la syntaxe expérimentale, c'est que dès le moment où vous avez compris les notions théoriques de la programmation en tech, vous pouvez beaucoup plus facilement ensuite créer des packages très complexes. Donc moi j'ai, même pour réaliser ça, je ne sais pas si c'est correct, pour être honnête, j'ai énormément galéré à comprendre comment mettre en pratique ce que j'avais appris par rapport à tech. Mais dès que j'ai commencé à apprendre EXP3, tout de suite j'ai pu créer des choses beaucoup plus complexes, donc notamment le package intégral. Donc voilà.
Donc, à quoi correspondent, enfin, que font tous les spécificateurs d'arguments, parce que il y en avait beaucoup. Donc, voici la liste. Donc, comme j'ai dit, N, aucune manipulation. N majuscule vise un token unique non groupé. N minuscule, une liste de tokens. C suivi d'un groupe de tokens est équivalent à N majuscule séquence de contrôle. Voilà. Maintenant, petite nouveauté. V est le spécificateur d'argument qui récupère la valeur d'un data type qui est un équivalent de registre en tech. Par exemple, ça n'a aucun sens de parler de la valeur d'une C-list, parce qu'une C-list a plusieurs items. Vous pouvez voir V majuscule comme l'équivalent de the en tech. Donc lorsque vous faites the registre, vous récupérez le contenu du registre. Donc si par exemple l'argument d'une de vos macros correspond à la valeur d'un registre, vous appliquez V majuscule. Donc ici, si le contenu de mon skip c'est 40 points, l'argument de ma macro, si j'applique V, ça sera 40 points. On a V minuscule qui applique C puis V majuscule. Donc V suivi de ça va premièrement utiliser la construction system et csname et ensuite appliquer V majuscule pour qu'on se retrouve avec le même résultat. Ensuite, on a les spécificateurs d'arguments liés au développement. On a O pour expand once, donc qui développe l'argument. E pour exhaustive expansion, le développement maximal de l'argument. X qui fait la même chose. Peut-être qu'on pourra revenir à la fin, qui est la différence entre E et X, mais E est préféré à X globalement. F qui correspond à un full expansion. J'ai un exemple juste après pour montrer ce que ça fait. On a T et F qui sont les branches pour les tests logiques, donc T true et false. P pour le texte de paramètres des macros. Donc CS new, vous avez le N majuscule qui correspond donc à ce token unique non groupé. Le N minuscule qui correspond au texte de remplacement, donc contre accolade, token groupé. Et le P qui vise bien les paramètres. D qui est pas très intéressant, du coup j'en parlerai pas. C'est une question par rapport à ça, j'en dirai 2 mots, mais c'est pas intéressant. Et W, lui, il est intéressant. Tellement intéressant que je laisse pour après. Et donc pour en dire 2 mots par rapport à F, donc ça vous met un peu dans le bain de la syntaxe. Donc on va ici associer à un token le token A. Ici pareil avec B. Ensuite on va se resservir de ce token-là, donc on va juste écraser la définition précédente qui était A, avec donc le spécificateur d'argument F. Ce que F fait, c'est qu'il va développer au maximum le premier token qu'il rencontre, et une fois qu'il arrive à des tokens indéveloppables, il va s'arrêter. Donc ici F va développer L my ATL au maximum, pour se trouve que j'ai juste besoin d'un développement, et il va s'arrêter, donc L my BTL va rester intact. Donc vous voyez ici, le premier token a été développé au maximum, pas le second. Voilà. Alors tout ça, c'est ce qu'on retrouve dans à peu près n'importe quelle documentation disponible sur EXPL3. Donc comment fonctionnent les spécificateurs d'arguments et tout ça. Sauf que nous sommes réunis, nous, utilisateurs francophones de tech, pour aborder des sujets hautement techniques. Donc nous n'allons pas nous contenter de sujets qui sont simplement trouvables sur Internet. Donc je vous force un peu même à me suivre dans ces péripéties de EXPL3, et on va voir ensemble comment concrètement fonctionnent les spécificateurs d'arguments. Comment est-ce qu'ils fonctionnent dans l'envers du décor pour, je l'espère, répondre à une possible interrogation que vous avez, qui a notamment été la mienne lorsque j'ai commencé à apprendre cette syntaxe. Comment fonctionnent ces spécificateurs d'arguments? Comment est-ce que le simple fait d'avoir une combinaison de spécificateurs d'arguments après le 2 points permet de si facilement modifier le développement que vous appliquez à vos arguments? Donc le but va être de démystifier un peu cette vision-là, notamment si vous l'avez. Et le but aussi, c'est de vous aider à mieux vous approprier la syntaxe. Alors à première vue, les spécificateurs d'arguments ont l'air de caractères actifs. Pour rappel, un caractère actif, c'est un caractère de 4 code 13 qui, du simple fait de l'écrire dans le document, exécute une action. Donc vous pouvez associer un caractère actif à un texte de remplacement. Vous pouvez écrire ce caractère actif dans le document sans anti-slash, et ce texte de remplacement sera donc substitué et exécuté. Donc, si votre première pensée c'était de vous dire que les spécificateurs d'arguments ressemblent à des caractères actifs, vous avez presque raison. Pas entièrement, puisque si c'était des caractères actifs,
vous n'auriez pas pu les utiliser dans le nom des data types ou des macros. Et je vous souhaite franchement bonne chance pour coder un package ou une classe sans utiliser une seule fois la lettre E. Vous pourrez peut-être coder un tel package comme challenge, et pourquoi pas le nommer la disparition. Je pose ça là. Mais vous avez aussi à moitié raison, puisque il y a bel et bien une action qui est exécutée. Chez moi, il me dit C utilise, vous voyez bien un emploi des primitives csname et csname. E utilise la primitive expanded. Donc il y a bien une action qui se déroule. Mais si ce ne sont pas des caractères actifs, il n'y a plus aucun choix possible. Les spécificateurs d'arguments sont des macros. Donc, ce sont des macros déclarés avec une syntaxe relativement exotique. Donc N majuscule, en fait, en arrière-plan, exécute une macro sous cette forme-là, qui, je le rappelle, est valide au vu du régime de 4 codes mis en place par EXPL3. Pareil pour les minuscules, pareil pour eux, etc. Pas tous les spécificateurs d'arguments sont des macros. Donc tous le sont, sauf T, F, D et W. W, ça va être intéressant. Et donc, puisque ce sont des macros, on peut se demander, quel est leur texte de remplacement. Après tout, c'est une question valide. Et lorsqu'on demande à Tech d'afficher le texte de remplacement de ces macros-là, qui représentent de façon interne les spécificateurs d'arguments, à l'aide de la primitive miname, on se rend beaucoup mieux compte de comment est-ce que ces spécificateurs d'arguments opèrent. Alors le but n'est pas de comprendre ce texte de remplacement, moi-même je ne le comprends pas totalement, mais simplement je vous invite à constater que le texte de remplacement ressemble à ce qui est décrit par les documentations sur la façon dont les spécificateurs d'arguments agissent. Donc vous avez N majuscule et N minuscule, qui ont pour texte de remplacement ceci et cela. Et vous remarquerez que la seule différence entre N majuscule et N minuscule, c'est qu'on a ici des accolades. Puisque donc, N minuscule attend donc des tokens groupés. Petite précision, vous remarquerez que tous les spécificateurs d'arguments utilisent une macro dont la syntaxe est si ésotérique qu'elle peut heurter la sensibilité des moins adeptes de XPL3. Le triple de points. Voilà, c'est très moche. Mais derrière cette macro se cache quelque chose d'assez simple. Le triple de points, c'est simplement la macro-identité. Donc elle accepte un argument et elle renvoie cet argument. Voilà. Je trouve que c'est marrant de voir ce qui est possible de faire lorsqu'on change les codes de catégorie. Si on applique la même logique à C et E, on se rend là aussi compte, on se rend beaucoup mieux compte de ce qui se passe réellement. Donc E, son texte de remplacement, c'est ça. Pareil, le but, c'est pas de comprendre ce qui se passe, et constater simplement que ça utilise bien la primitive expanded. Pareil pour C, qui utilise donc csname et ncsname. Voilà. Le reste, c'est anecdotique. Il existe également des variantes dites unbraced de certains spécificateurs d'arguments, notamment pour V majuscule, V minuscule et les 4 tokens de développement. Leur usage est assez rare en EXP3, donc je ne vais pas en parler maintenant, mais pareil, si vous avez des questions par rapport à ça, on pourra sans doute y revenir. Ils sont utilisés 2 fois dans le code source, d'ailleurs. Voilà. Donc maintenant que nous sommes armés des connaissances nécessaires, entre guillemets, pour comprendre EXP3, comment le package a été codé? Alors, comme on l'a vu en première partie, les clés sont toutes indépendantes les unes des autres, néanmoins elles se complètent. Ce que j'entends par là, c'est que par exemple, la clé var et la clé d'EVEC sont pas reliées. Vous pouvez totalement spécifier la clé var sans spécifier la clé d'EVEC, mais utiliser la clé d'EVEC apporte une modification supplémentaire à la clé var, puisque donc, pour rappel, elle va placer les symboles de vecteurs sur les paramètres d'intégration. Et donc on peut retracer comme ça un peu comment est-ce que les différentes clés sont certes indépendantes mais se complètent. Et on remarque qu'il y a une clé qui sort du lot, c'est la clé mode. Toutes les clés dépendent d'une certaine manière de cette clé-là. Pourquoi? Il faut prendre un peu de recul. Il faut se rappeler que le but premier d'un package en LaTeX, c'est de permettre de composer un résultat sur document. Et il se trouve que dans l'ordre d'exécution des macros, la clé mode est celle qui intervient le plus tard. On dit c'est celle qui intervient le plus proche du moment où la macro va composer, va écrire le résultat des intégrations de documents. Et donc il a fallu, dans l'implémentation du package, faire en sorte que toutes les clés, que ce soit l'emit,
var, devec, que sais-je, qu'elle prépare les informations, les tokens, de sorte à ce que ça soit simple de composer 3 styles d'affichage différents. Donc l'idée est la suivante. On va séparer l'intégrale en 3 blocs distincts. Un premier bloc qui correspond au symbole, avec un grand S, donc ça peut englober plusieurs symboles, mais j'appelle tout ça le symbole, l'intégrande et les paramètres d'intégration. Et je crée une séquence pour chacun de ces groupes-là. Et le but absolu du package, donc s'il y en a qui aimeraient lire tout le code source, c'est pas qui, mais si vous êtes assez fou pour vouloir lire le code source du package, pour bien comprendre, gardez en tête que l'objectif final de chaque macro est de préparer ces séquences. Comment? Donc, par exemple, pour cette intégrale-là, la séquence du symbole va contenir un premier item donc, qui correspond à la première intégrale, un deuxième item qui correspond à la deuxième intégrale, et pareil avec la troisième. L'intégrante va contenir qu'un seul item, et la séquence des paramètres d'intégration, des x, des y, des z. Là, j'espère que vous comprenez mieux pourquoi est-ce que pour le mode nested et product, il faut utiliser un point-virgule. C'est pour donc que la séquence de l'intégrante puisse être découpée en 3 items distincts, pas seulement en un item, donc x, virgule y, virgule z. Voilà. Donc vraiment garder en tête, le but de toutes les macros, c'est de préparer ces séquences. Alors pourquoi? Parce que, on va le voir, c'est beaucoup plus simple ensuite de composer les 3 styles lorsqu'on a séparé les éléments de cette façon-là. On rentre dans le vif du sujet. Donc vous avez ici la macro finale qui compose l'intégrale. Elle fait appel à une macro de préconfiguration qui va simplement exécuter les étapes préliminaires de vérification avant de composer l'intégrale. Ensuite, on a une macro qui s'appelle strCase, qui va donc exécuter du code différent selon la valeur, selon le string qu'elle reçoit. Alors ici, mon string, c'est pas un string explicite, c'est un string que j'ai stocké dans un data type. C'est pour ça que je me réfère donc à la valeur de ce data type comme premier argument. Et donc si ce string vaut default, j'exécute la macro associée au mode default. Pareil pour nested, pareil pour product. Et donc en fait, ce que la clé mode effectue tout simplement, c'est qu'elle associe juste le string à l'argument que vous lui donnez. Et vous voyez que si ce strCase ne marche pas, donc si le string ne vaut ni default, ni nested, ni product, la branche faux va s'exécuter, et la branche faux exécute quoi? Elle imprime, elle compose le mode par défaut. Donc c'est pour ça que même lorsque vous ne spécifiez pas le mode, c'est comme le mode default qui est utilisé. Voilà. Donc à quoi ressemblent ces 3 macros? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de leur texte de remplacement, mais globalement elles utilisent 2 macros. Une première qui s'appelle secuse, utilisée uniquement, seule la macro secuse est utilisée par le mode default. Cette macro permet de composer tous les éléments d'une séquence d'un coup. Donc ce que le mode default va faire, c'est qu'il va utiliser secuse sur la séquence du symbole. Donc il va écrire les symboles tous. Donc ici il va écrire les 3 intégrales d'un coup, ici. On va appliquer secuse à la séquence de l'intégrande. Donc ça va afficher toute l'intégrande. Et pareil pour les paramètres d'intégration. Donc pareil, imaginons que vous ayez des x, des y, des z. Là, ça va écrire d'un coup des x, des y, des z. Pour le mode nested, on va utiliser une macro qui s'appelle inStepInline, qui accepte comme deuxième argument du code quelconque, et comme premier argument un entier, qui permet d'itérer une boucle d'un index partant de 1 jusqu'à n, donc l'entier du premier argument. Pourquoi utiliser inStepInline? La logique est la suivante. Dans le code, on va avoir affiché le im élément de la séquence du symbole, suivi du im élément de la séquence de l'intégrande. Autrement dit, à la première itération, le package va afficher premier item de la séquence du symbole, premier item de la séquence de l'intégrande. inStepInline continue. L'index va maintenant 2. Deuxième item de la séquence du symbole, deuxième item de la séquence de l'intégrande. Et ensuite, on utilise secuse pour donc composer tous les paramètres d'intégration. Et le mode product va simplement utiliser juste inStepInline, va simplement embarquer
la séquence des paramètres d'intégration dans la boucle, donc avoir de façon automatique symbole intégrante paramètre d'intégration, et on répète symbole intégrante paramètre d'intégration, etc. Donc c'est pour ça que j'ai tout passé dans des séquences, c'est parce que c'est beaucoup plus simple après de décider de quand vous allez écrire les différents éléments. Maintenant, rentrons un peu dans le code source des clés. Premièrement, comment fonctionne la clé limit. Donc on va prendre cet argument-là comme exemple. On va, dans un premier temps, je ne l'ai pas montré ici puisque la macro est assez simple, on va simplement assigner l'argument de la clé limit à une séquence en utilisant le point virgule comme délimiteur. Donc vous serez d'accord pour dire que la séquence va donc conduire comme premier item A virgule B, comme deuxième item C virgule D, et comme deuxième item E virgule F. Et vous remarquerez peut-être que ces items-là correspondent eux-mêmes à des C-listes. Donc l'idée est la suivante. On va employer la macro secMapAlign qui a comme premier argument le nom d'une séquence et comme deuxième argument du code quelconque. Et secMapAlign va itérer ce code quelconque sur chaque élément de la séquence. Que fait ce code? Il associe l'item courant à une C-list. Ce qu'il fait ici, C-list set une C-list temporaire qu'il associe à l'item courant. Alors vous voyez ici qu'il y a une macro qui est d'abord passée à l'item courant. Cette macro parse integral limit, elle vérifie si jamais ce qu'elle a reçu est un mot-clé valide. Donc imaginez qu'on avait eu AB. Cette macro aurait détecté si c'était un mot-clé, donc l'aurait substitué en A virgule B. Ici, c'est pas un mot-clé, c'est littéralement A virgule B, donc la macro ne fait rien. Et ensuite, cette C-list temporaire, elle contient donc comme premier item A et comme deuxième item B. Et ce que je fais ensuite, c'est que je place à droite d'une séquence que j'appelle la séquence des bornes inférieures le premier item de cette C-list, à savoir A, et à droite d'une séquence que j'appelle la séquence des bornes supérieures, B. Je sais que c'est un peu technique parce que la clé limit effectue beaucoup d'assignations, mais vous allez voir, c'est parfaitement logique. Donc ça, c'est la première itération de secMapAlign. secMapAlign va continuer sur le deuxième item, rebelote. La C-list vaut maintenant CD. Premier item C, deuxième item D. C est mis à droite de la séquence des bornes inférieures. D à droite de la séquence des bornes supérieures. Et on recommence avec E et F. Pourquoi placer les différentes bornes, pourquoi séparer les bornes inférieures des bornes supérieures? Puisque ça me permet de beaucoup plus facilement générer automatiquement le symbole. Oubliez cette partie-là. Excuse-moi, Valentin, si ça t'ennuie pas. Dans le transparent précédent, où est situé le fait que, je vois pas où apparaissent les points-virgules. Oui, comme j'ai dit, ça c'est fait dans une autre macro. Ah oui, d'accord. Parce que sinon ça dépasserait. Oui, ok. Cette macro est plus intéressante à garder que l'autre. Ok, d'accord. Donc tu utilises quelque chose comme split ou quelque chose comme ça, c'est ça? Comment? Tu utilises quelque chose avec split, c'est ça? Oui, c'est avec cette split. Ah, d'accord. Ok. Donc pourquoi avoir ces séquences de bornes inférieures et de bornes supérieures? On va donc utiliser à nouveau inStepInline. Combien de fois on va effectuer l'itération? Ça dépend de la taille justement de la séquence. Alors, je devrais plutôt utiliser V ici, plutôt que L minuscule. Je trouve que le code marche quand même, sûrement dû à la façon dont Tech développe les entiers, juste de la façon dont inStepInline fonctionne. Mais voilà. Erreur de ma part, ne suivez pas mon code source. Ça devrait plutôt être V ici pour parler de la valeur donc, de l'entier, qui correspond à un nombre. Et donc dans le inStepInline, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre dans la séquence du symbole. Donc pour rappel, c'est le but ultime, c'est de préparer cette séquence pour la macro finale. On va mettre à droite de cette séquence une macro que j'appelle setLimits. Cette macro, en fait, elle permet donc de vérifier quelle est la convention du package, si c'est borne inférieure, borne supérieure ou l'inverse. Donc en fait, je me suis pas trop fait chier. En fait, ce que cette macro fait tout simplement, c'est qu'elle inverse les arguments. Voilà. Donc même si il y a séquence des bornes supérieures et séquence des bornes inférieures,
On s'en fiche du nom parce qu'au final, personne ne le verra. Et donc les bandes supérieures sont traitées comme les bandes inférieures, et inversement. Donc on met à droite de cette séquence du symbole le premier item, donc pour rappel, dans un in-step inline, dans une boucle, le premier item de la séquence des bandes inférieures, suivi du deuxième item de la séquence des bandes supérieures. Et on place ensuite une macro qui correspond à la fois la plus générale d'une intégrale, c'est-à-dire symbole, bande inférieure, bande supérieure. Je vais expliquer un peu concrètement ce que donc fait ce in-step inline. L'idée, dans l'itération de in-step inline, c'est de générer automatiquement symbole, premier item de la séquence de la bande inférieure, premier item de la séquence de la bande supérieure. In-step inline continue, on passe au deuxième item, intégral. Deuxième item de la séquence des bandes inférieures, deuxième item de la séquence des bandes supérieures, et on répète. Donc le fait de séparer les bandes inférieures des bandes supérieures m'a permis de générer automatiquement les symboles avec une boucle in-step inline, ce qui aurait été beaucoup plus dur à faire si je n'avais pas justement séparé les bandes inférieures des bandes supérieures. Voilà. Passons maintenant à l'implémentation de la clé var, et là, attention, ça devient technique. C'est très intéressant. Alors à ce niveau-là, vous dites peut-être, ça a l'air assez simple, on associe l'argument de la clé var à une clé-list, on la copie-colle dans ODIF, puis on a les paramètres d'intégration. Sauf que, pour rappel, la clé defOptions, elle accepte la syntaxe clé-valeur qu'accepte la macro ODIF du package WFSave, et c'est beaucoup plus compliqué de séparer ces options-là que l'argument principal. Donc je vous épargne les détails de la documentation, mais à la lecture des différentes clés de la macro ODIF, on distingue deux types de clés. On a tout d'abord les clés qui sont indépendantes de l'argument principal, c'est-à-dire que, vous avez un exemple ici, styleInf, donc qui permet de modifier le style des différentiels, donc ici ça applique un D en gras, s'applique à chaque paramètre d'intégration. Donc un D gras avec X, Y, Z. Ça ne dépend pas de combien de différentiels vous avez, ni de leur nature. Et à l'inverse, vous avez deux clés, et heureusement qu'il n'y en a que deux, parce que sinon ça serait horrible à implémenter, qui sont dépendantes de l'argument principal. La clé order, qui place des exposants, donc il y avait un exemple plus tôt, si vous vous souvenez, pour la clé defOptions, avec le 4, et la clé var, alors attention, pas la même clé var, donc peut-être que je vais renommer ma clé en quelque chose d'autre, qui place des délimiteurs. Donc comme vous le voyez, pour order, le 2 est associé au X, le 6 au Y, le 4 au Z, et pour var, on a donc des délimiteurs autour de la première et de la troisième différentielle, ce que veut dire var 1,3. Donc le but, parce que pour rappel, le but ultime, c'est de préparer la séquence des paramètres d'intégration, c'est donc de passer de ça, qui est facilement établi pour le package, puisque ça, c'est juste l'argument que vous allez passer à la clé var, et c'est l'argument que vous allez passer à la clé defOptions. Donc le package, il arrive, le package intégral, j'entends, arrive facilement à ça. Mais pour préparer la séquence, il va devoir séparer manuellement les différents éléments en faisant du copier-coller de toutes les clés indépendantes dans chaque ODIF, dans les trois qu'on aura, et ensuite d'extraire le 2 pour l'appliquer au premier ODIF, 6, 4, et pour la clé var, avoir un var que pour la première et troisième différentielle, pas pour la deuxième. Comment faire pour réaliser quelque chose d'aussi compliqué? Donc séparer littéralement l'argument optionnel. Vous l'avez peut-être deviné, on va utiliser le plus beau module qui soit, c'est-à-dire regex. Donc dans un premier temps, on va extraire l'argument associé à order. Vous voyez que on reconnaît ici une clé-list, on reconnaît là aussi une clé-list, donc on se dit que ça va être utile pour automatiquement placer, parce que order et var, on va juste l'écrire manuellement, et ensuite pour récupérer les différents nombres, associer ça à une clé-list ou à une séquence, ça va être utile. Donc dans un premier temps, on va extraire l'argument de la clé order. Je vous passe les détails de l'expression régulière, notamment pour ceux qui ne connaissent pas regex, mais ce que cette expression régulière, en plus de la macro regex extract once, ceci va juste extraire la liste associée à l'argument de order. Et on la place dans une séquence. C'est tout. Tout ce qu'elle fait.
Dans un deuxième temps, on va faire la même chose avec la clé var, donc pour les délimiteurs. Donc pareil, on a une expression régulière, et avec la même macro, on va donc extraire sa valeur. Autrement dit, cette liste-là. Il y a la macro est plus longue comme vous voyez, il y a quelques autres vérifications à faire, puisque là, juste la clé du package qui accepte différentes valeurs, ou enfin, qui a un fonctionnement précis. Donc pareil, je vous passe les détails, mais il faut juste effectuer un peu plus de vérification, mais l'idée est la même. On extrait l'argument, on la passe dans une séquence. Point. Dans un troisième temps, il faut extraire les clés indépendantes, qu'on va copier-coller, puisque donc elles ne dépendent d'aucune différentielle. Alors là, on va être malin, puisqu'il faut savoir que le package derivative définit au moins une quinzaine de clés, donc 2 clés dépendantes, ce qui veut dire 13 clés indépendantes. Il est très difficile, voire impossible de définir une expression régulière qui ne fasse pas 50 années-lumière de long et qui puisse englober toutes les clés indépendantes. Donc on va être malin. On va utiliser le fait qu'on ait déjà établi les expressions régulières de order et de var pour dire à tech, avec la macro regex replace all, remplace la clé order, et c'est ce que fait la barre verticale, c'est le et en regex, tout ce qui correspond à la clé var en rien. C'est ce que fait le groupe d'accolades vide ici. Tech remplace tout ça en rien et stocke le résultat dans un token que j'appelle donc les options indépendantes des différentiels. On peut facilement constater que, donc par quelque part inversion, si on supprime tout ce qui correspond à order et tout ce qui correspond à var, il va donc nous rester que les clés indépendantes. Donc quel que soit le nombre de clés indépendantes qu'on ait, si on supprime juste les clés dépendantes, on a par définition toutes les clés indépendantes. Et dans un quatrième temps, donc ça fait beaucoup de temps effectivement, on va juste exécuter les 3 macros les unes à côté des autres, et à l'aide d'un secmap indexed inline, qui est presque similaire à secmap inline, on va itérer sur chaque différentiel, donc sur x, sur y et sur z. On va donc reconstruire manuellement l'argument optionnel. Donc ici vous avez la partie qui copie-colle littéralement les clés indépendantes dans l'argument optionnel. Et puis, pareil, je vous passe les détails. Il faut savoir que cette macro, je l'ai tronquée, elle fait 3 fois cette taille, c'est la macro la plus longue du code source. Après, tout ce qu'elle fait, c'est juste vérifier, comparer les nombres qu'elle a extraits par rapport aux arguments pour donc placer automatiquement les différentes clés. Tout ce qu'elle fait, donc c'est long, c'est pas très intéressant, mais ça vous montre la puissance de regex donc, qui est disponible en XPL3. Dernière chose dont je voulais parler par rapport au code source, c'est la syntaxe spéciale. Parce que pour l'utilisateur, c'est relativement simple. Vous spécifiez soit la syntaxe clé-valeur, soit la syntaxe spéciale dans le même argument optionnel. La question, c'est comment est-ce que le package fait pour différencier les deux. Regex, même pas. Je me suis retenu pour une fois. Ce qui a motivé la méthode actuelle, c'est la macro keysIfExist du module L3keys, qui donc, pour une clé, vérifie si une clé pour un module donné. Donc le module, c'est simplement la macro à laquelle appartient la clé, existe. Si elle existe, on exécute le code vrai, sinon le code faux. Donc la logique est simple. On va extraire la première clé de notre argument optionnel, ou du moins le premier groupe de tokens qui est potentiellement associé à une clé de l'argument optionnel. Si c'est une clé, on a affaire à la syntaxe clé-valeur. Si ce n'est pas une clé, on a affaire à la syntaxe spéciale. D'un point de vue de la logique de la programmation, on s'en fiche de ce qui se passe lorsqu'on extrait quelque chose qui appartient à la syntaxe spéciale. On a juste qu'à s'assurer que la branche vraie extrait bien une vraie clé, pour que par définition, tout ce qui soit considéré comme faux, qui n'est pas une clé, on s'en fiche justement de ce que c'est. Et aussi, pour rendre tout ça plus rapide, on va associer l'argument optionnel à une C-list, et on va s'intéresser qu'à la première clé. Parce qu'on peut affirmer avec certitude que si le premier groupe de tokens qu'on a extrait est une clé, alors on a affaire par définition à une syntaxe clé-valeur. Si ce n'est pas une clé, on n'a pas besoin de regarder plus loin. Donc a priori, c'est ce qu'on fait. On associe donc l'argument optionnel à une C-list. On associe
à un token temporaire le premier item de cette liste. Et puis on a juste qu'à passer ce ltemp.tl dans la macro keysIfExist. Sauf que, à ce niveau-là, on n'est pas encore sûr qu'on a extrait le nom de la clé. Pour cet exemple-là, lorsqu'on assigne l'argument tunnel à une liste, on extrait limit, certes, mais on va aussi extraire le signe égal et l'argument qui y est associé. Et il est assez évident que lorsqu'on va passer limit égale la valeur, cette clé n'existe pas. Donc, on va effectuer le test suivant. Ça vous montre aussi ce qui est assez simple à faire en EXP3. On va voir à quel point il est facile de manipuler les tokens. Donc, à l'aide de la macro telfn qui vérifie si un token se trouve dans une token list, on va regarder si le signe égal se trouve dans ce que je viens d'extraire. S'il n'y a pas de signe égal, c'est donc que j'ai extrait un groupe de tokens qui s'apparente potentiellement à une clé. Donc c'est ce que je fais ici. J'assigne à ltemp.tl le contenu à un token que j'appelle keyname. Même si c'est vrai qu'à ce stade-là, on ne sait pas encore si c'est une clé. Et si jamais on trouve un signe égal, on va appeler une macro délimitée qui a pour but donc de tronquer ce résultat-là, donc de n'extraire que la clé, que le nom de la clé, et supprimer la valeur. Donc c'est typique des macros délimités. Donc petit rappel théorique des macros délimités en tech. Une macro délimitée, c'est une macro dans laquelle le texte de paramètres est jonché de caractères, de tokens arbitraires. Et lorsque vous allez passer, par exemple, limit égale la valeur à cette macro, tech va automatiquement effectuer le découpage suivant. L'argument principal, enfin pas principal, le premier argument plutôt, est associé au nom de la clé. Le signe égal qui se trouve donc ici est utilisé comme délimiteur. Le deuxième argument correspond à la valeur de la clé. Et ici, on a un token à la fin, qu'on appelle en EXP3 un quark, qui permet ici de faire en sorte que tous les tokens associés à la valeur soient extraits. Et la macro est relativement simple. Elle va simplement extraire donc le nom de la clé, la valeur, et va ne renvoyer que le nom de la clé. Et vous remarquerez que cette macro délimitée utilise W. Donc on y vient. J'avais donc dit que W n'était pas une macro dans le fonctionnement interne des spécificateurs d'arguments. Pourquoi? Dans les macros délimités, ce qui est justement assez spécial, c'est que vous avez donc ce texte de paramètres qui contient des tokens différents. Et donc, vous devez appeler la macro en sachant que votre argument va contenir de façon stricte un signe égal. Ce qui sera associé au premier argument, au deuxième argument, c'est tech va le faire, mais il faut absolument que vous ayez un signe égal. Autrement dit, pour les macros délimités, vous avez affaire à des arguments, ici ltemp.tl, donc potentiellement limit égale son argument. Vous avez affaire à des tokens dont la forme ne peut pas être prédite. C'est la raison même pour laquelle W n'est pas une macro. Tous les spécificateurs d'arguments sont des macros, donc ont un texte de remplacement figé, ou une façon stricte de gérer, d'interpréter les arguments. On est ici dans un cas de figure où tech ne peut justement pas prédire cette fameuse forme, comment traiter les arguments. On indique donc à tech de n'effectuer aucune analyse de ces arguments. Alors on pourrait ne rien écrire. Le problème c'est qu'elle sera assez ambiguë puisque la macro accepte comme un argument, et donc par souci de clarté, pour qu'on ait bien la différence entre les macros qui acceptent un argument, mais qui donc est assez spécial, et les macros qui n'en acceptent pas, l'équipe de la FEC3 a défini un spécificateur d'argument qui donc n'est pas une macro, donc n'effectue aucune interprétation de l'argument, et donc justement n'est pas une macro. En fait, il n'y a rien qui se passe derrière. Donc on utilise W, avec bien sûr le token qui va contenir le nom de la clé, le signe égal, la valeur, qstop, le quark final, petite macro intéressante, on pourra peut-être y revenir. Et une fois qu'on fait ça, on a presque fini. La macro finale tient en à peine 4 lignes de code, en mettant de côté les groupes. On exécute la macro que je viens de définir pour extraire le nom de la clé. On exécute une macro, je ne vais pas vous la montrer, mais selon donc le test
l'issue de keysIfExist va donc assigner soit automatiquement, soit manuellement les clés, selon si on a affaire à la syntaxe clé-valeur ou la syntaxe spéciale. On va ensuite assigner au fameux token donc, qui correspond à l'intégrande le deuxième argument, et on va lancer la macro qui compose l'intégrale. Voilà comment est codée la macro principale. Voilà. Je me rends compte que j'étais un peu vite sur quelques notions de programmation en tech, et aussi sur certaines macros du code source. Donc je peux bien sûr passer du temps à réexpliquer si vous avez des questions, même si la présentation est déjà assez longue. Voilà. Donc il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir écouté. Si vous avez des idées d'amélioration par rapport au package, des suggestions, je serais ravi. Si vous avez des questions concernant XP3, je serai normalement en mesure d'y répondre. Je ne vous garantis rien. Je ne suis pas un puits de connaissances par rapport à la syntaxe expérimentale. J'ai beaucoup de choses à apprendre par rapport à ça encore. Voilà. Et puis si vous avez des idées de projets qui vous semblaient compliqués à réaliser en tech, mais qui vous semblent maintenant un peu moins impossibles avec EXP3, je serais plus que ravi de pouvoir soit vous aider, soit pourquoi pas collaborer en fonction de ce qui est possible. Donc voilà, donc encore merci, et je vais passer la parole à Denis.